Et bonjour à tous. Merci pour votre présence pour la dernière table ronde de ce lundi sur l'agrivoltaïsme, accompagner la transition des exploitations et dynamiser les territoires. Je suis Sophie Dias, agronome, créatrice du podcast agricole Éco de ferme où je donne la parole aux agriculteurs sur nos territoires pour sensibiliser le grand public, formatrice agricole et animatrice de table ronde. Je suis très contente d'être entourée de mes invités aujourd'hui et de finir la journée en beauté. Alors aujourd'hui, on va parler d'agrivoltaïsme, mais pour recontextualiser, dans l'actualité, on entend parler de volatilité des prix, des agriculteurs qui cherchent à améliorer leur compétitivité, à diversifier leurs sources de revenus, avec un enjeu de la productivité qui est central. Donc comment accompagner cette transition agricole avec la problématique du sol, de l'énergie, de la matière organique, quelles sont leurs attentes, comment dynamiser nos territoires, une diversité de problématiques pour lesquels on va répondre ensemble avec mes invités. Donc aujourd'hui, à côté de moi, nous avons Emma Carito, si je commence dans cet ordre-là, responsable pôle agricole chez Caliwatsol. Bonjour Emma. Alessandra Kirsch, donc directrice agriculture, stratégie et économiste. Nous avons Anaïs Garrick, ingénieure en agroécologie des sols chez Terramea. Et enfin, un homme quand même, Sébastien Ménard. Donc, tu es céréalier dans les Deux-Sèvres sur 200 hectares en agriculture et de conservation des sols avec un projet agrivoltaïque dont tu nous parleras. Donc, avant de présenter le projet de Sébastien plus en détail et d'échanger sur l'agrivoltaïsme et de ses avantages et de ses limites, je vous propose de faire un rapide état des lieux pour resituer les enjeux agricoles et les problématiques associées, notamment par rapport aux questions que j'ai posées en introduction. Et pour commencer, je me tourne vers Alessandra. Alessandra, est-ce que tu peux te présenter en détail, présenter aussi agriculture et stratégie, et enfin nous expliquer un peu des problématiques que tu entends sur le terrain et quel est le constat agricole aujourd'hui? Alors, plein de questions. Donc, moi, je suis Alessandra Kirsch, je suis ingénieure agronome et docteur en économie agricole, et je suis directrice du think tank Agriculture Stratégie. Donc, qu'est-ce que c'est un think tank? Un think tank, c'est un organisme indépendant qui est là pour faire des études, pour essayer d'éclairer l'action publique de la meilleure façon possible dans le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire que nos études ne sont ni choisies, ni guidées, ni pilotées par des tiers. C'est nous qui décidons sur quel sujet on va s'intéresser. Et on étudie systématiquement les chiffres, les faits, et on crée une opinion à partir de ce qu'on a constaté, avec aussi ce qu'on peut voir sur le terrain, parce qu'on se promène. Et on fait des études à partir de tout ça, qu'on soumet aux politiques, où on se permet légitimement de donner notre avis. Donc tout le monde a bien donné son point de vue un peu sur tout, par les temps qui courent, surtout sur l'agriculture, surtout sans y connaître rien du tout. C'est un peu la grande mode. Nous, on a un peu la prétention d'avoir une certaine légitimité, puisque nos constats sont toujours étayés par des faits et des chiffres. Donc mon constat sur le pourquoi, le besoin d'agrivoltaïsme. Je suis, à titre personnel, ni pour ni contre l'agrivoltaïsme. Je considère que ça peut être, dans certains cas, très bénéfique. Dans certains cas, il peut y avoir certaines limites. Moi, je m'intéresse plutôt sur le partage de la valeur, sur comment répartir équitablement ce qui va venir de le produit supplémentaire issu de l'agrivoltaïsme. Mais avant d'en arriver là, revenons à la base. Pourquoi on s'intéresse à l'agrivoltaïsme ? L'agrivoltaïsme, c'est un des rares trucs en agriculture qui permet d'avoir un revenu prédictible. C'est-à-dire que vous êtes dans l'agriculture, vous ne savez absolument pas combien vous allez gagner l'année prochaine. C'est la grande inconnue. Chaque année, au moment des semis, c'est le mystère. Vous ne connaissez pas les prix, vous ne connaissez pas toutes vos charges, vous ne savez pas si vous allez avoir besoin de faire plusieurs passages de tel intrant. Donc vous ne savez pas du tout de quoi sera fait votre revenu. Et l'agrivoltaïsme, au contraire, lui, vous offre la chance de savoir précisément combien vous allez gagner avec cette activité-là, d'investir. Donc historiquement, c'était avant l'agrivoltaïsme, c'était les panneaux photovoltaïques sur les toits des hangars. Vous pouviez savoir exactement en combien d'années vous alliez rembourser votre investissement. Et c'est le seul truc en agriculture qui vous permet d'être sûr et certain du projet que vous avez défini en amont et que tout va se passer exactement comme c'était défini. Sur tous les autres plans de l'agriculture, à chaque fois que vous essayez de faire un prévisionnel, il y a des loupés, il y a des ratés, parce que rien n'est prévisible en agriculture. Donc pour ça, c'est intéressant de se dire on arrive à avoir une nouvelle source de revenus stable, non volatile,
Après, je trouve que c'est un peu dommage que dans certains cas, la production d'énergie devienne l'activité la plus rentable d'une ferme qui, à la base, c'est quand même pas la vocation première d'une ferme, c'est pas la production d'énergie. La vocation première d'une ferme, à la base, c'est produire de l'alimentation. Et on arrive à des systèmes où la production d'énergie sera plus rentable que la production d'alimentation. Et ça me questionne franchement. On va y revenir de toute façon. Donc en fait, on souligne finalement le manque de visibilité surtout. Je pense que Sébastien va te rejoindre sur ce point-là. Je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Donc tu es agriculteur dans les Deux-Sèvres et les difficultés sur le terrain, notamment quand tu t'es installé. Alors pour mon parcours, moi je suis issu du milieu agricole. J'ai repris la ferme familiale, mais en 2023. Donc j'ai travaillé 15 ans auparavant dans le commerce des céréales. Et puis j'ai décidé de revenir sur l'exploitation familiale. L'exploitation, donc, elle est céréalière, donc en grande culture, sur des terres à potentiel limité, donc en Poitou-Charentes, sur des argilo-calcaires. Et il n'y a pas d'irrigation. Donc on n'a pas accès non plus à des contrats à haute valeur ajoutée. Ce qui fait que je me suis dit comment améliorer un petit peu le système. Dans un système qui est extrêmement dépendant au climat, donc à la météo, qui nous fait subir parfois des aléas. On l'a bien vu en 2024, où il y a eu quand même beaucoup d'eau, qui sont venus impacter les rendements. Et puis, on a également la volatilité des prix, qui impacte fortement les revenus sur des exploitations où il n'y a pas de contrat à valeur ajoutée. Et puis, en 2022, avec le conflit en Ukraine, on a subi de plein fouet l'augmentation aussi des engrais. Donc, il y a eu des charges qui ont fortement monté. Donc, fort de tous ces constats, en 2023, je suis parti vers l'agriculture de conservation des sols, donc pour limiter le travail du sol et donc essayer de réduire un petit peu mes charges par rapport à ça, en temps aussi, et puis en carburant. J'arrive à semer à 6 litres à l'hectare, ce qui est pas mal par rapport à quelqu'un qui va tout labourer systématiquement. Et il y avait un enjeu agronomique finalement. Et l'enjeu agronomique. Voilà, un enjeu agronomique et puis un enjeu au niveau de tout ce qui va être environnement, donc ce qu'il y a dans le sol, enfin la vie dans le sol, qui va permettre de s'améliorer et aussi d'augmenter la matière organique à terme. Là où je voulais en venir, c'est que sur la partie donc engrais, comment réduire la dépendance aux engrais qui sont importés, c'est du gaz, l'engrais, essentiellement. Donc le gaz, il vient principalement de Russie, de Biélorussie. Et donc on est très dépendant de ces marchés-là sur des exploitations comme la mienne. Et donc ça pourrait être de ramener de la matière organique animale, oui, et donc de réintroduire peut-être de l'élevage dans le système. Donc il y a l'enjeu de la matière organique pour tes sols. Donc tu me fais une très belle transition avec Anaïs. Donc Anaïs, tu travailles chez Tereamea. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que vous faites et quelles sont tes missions, s'il te plaît, et notamment l'enjeu agronomique de nos sols? Donc bonjour, moi je suis ingénieure en agroécologie des sols du coup à Tereamea. C'est une jeune entreprise qui a pour vocation d'accompagner les exploitations sur la transition agroécologique. Et donc elle est adossée à un laboratoire d'analyse de sol, le laboratoire Dubernay dans le Languedoc, qui sont des laboratoires innovants qui ont mis en place des méthodes d'analyse permettant en fait d'apporter des mesures sur l'ensemble des 3 fertilités du sol, donc la fertilité physique, chimique et biologique. Et grâce à ces indicateurs, on va pouvoir apporter un conseil précis qui permettra aux exploitants de mettre en place des pratiques en fonction des besoins des parcelles. Voilà. Et la matière organique est effectivement hyper importante dans la restauration de la fertilité des sols et ça va permettre vraiment d'avoir des sols beaucoup plus résilients face aux changements climatiques et de redonner de la vie au sol. Alors Sébastien, il parlait effectivement d'agriculture de conservation des sols. Bon, même si on en entend beaucoup parler, on en a une idée, mais qu'est-ce que c'est concrètement et quels sont les avantages? Et je me tourne vers Alessandra et Anaïs, vu que vous êtes plus spécialistes dans le domaine.
Alors, l'agriculture de conservation des sols. Le principe est de limiter au maximum le labour, voire pour les puristes, de ne jamais gratouiller la terre. Donc, pourquoi s'abstenir de labourer? Parce que quand vous labourez, vous déstructurez le sol et vous déstructurez la vie qu'il peut y avoir à l'intérieur du sol. Donc pourquoi à la base on va revenir aux fondamentaux, pourquoi on laboure à l'origine de l'origine? On laboure à l'origine de l'origine pour faire remonter les graines des adventices, des mauvaises herbes et arriver à détruire les mauvaises herbes. Donc la CSL, l'agriculture de conservation des sols, essaye autre chose, d'autres solutions pour avoir le maximum de matière organique à l'intérieur du sol, éviter de déstructurer les sols. Et le principe de la FCS, c'est d'avoir un couvert qui soit le plus permanent possible. C'est-à-dire d'avoir une couverture quasiment permanente des sols. Donc après, il y a différents types d'ACS, avec ou sans couverture. L'optimum étant d'avoir une couverture permanente des sols, mais qui nécessite du coup de très bien gérer cette couverture pour que ce qu'on sème sous cette couverture végétale arrive à grandir et arrive à s'épanouir, et que la concurrence avec l'espèce de couverture n'empêche pas la croissance de la plante qu'on a vocation à cultiver. Donc, c'est quand même pas simple l'ACS à gérer. C'est quand même autre chose. C'est une autre forme d'agriculture qui est vachement intéressante, avec ses limites, ses contraintes. En contrainte, on a notamment la destruction du couvert. Donc, le couvert végétal, il peut être détruit soit parce qu'il est gélif et qu'il va geler en hiver, soit quand on ne l'a pas forcément très bien maîtrisé et qu'on n'a plus trop d'autres solutions, il faut un coup de ce fameux glyphosate qui est tant aimé de nos riverains qui bordent les parcelles. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est pire de mettre un coup de glyphosate ou est-ce que c'est pire pour la santé des sols de labourer? Chacun se fera son opinion. Je suis économiste et je ne suis pas biologiste, donc je ne donnerai pas mon opinion en la matière. J'explique juste l'intérêt et le pourquoi de l'agriculture de conservation des sols, qui apporte, selon moi, un certain nombre de trucs positifs. Et notamment, on parlait de changement climatique, la capacité du sol à augmenter sa réserve hydrique, c'est-à-dire sa capacité à retenir de l'eau, à la conserver et à la rendre utilisable. Donc c'est une agriculture qui intéresse de plus en plus, que moi, à titre personnellement, je trouve très intéressante. Et je vais laisser continuer. Oui, donc c'est ça, l'agriculture de conservation, elle va se baser sur 3 piliers. Donc le non-labour, qui va permettre de limiter tout ce qui est érosion et de limiter l'impact qu'on peut avoir sur la structure du sol. Il y a la couverture permanente du sol, donc pour avoir déjà un apport de matière organique permanente au sol et favoriser la structure, limiter toujours l'érosion et retenir l'eau et les éléments minéraux dans le sol. Donc améliorer la fertilité à long terme. Et ensuite, ça va être aussi sur tout ce qui est rotation et diversification des cultures. Et donc limiter la pression des ravageurs et des maladies. Et également améliorer la fertilité des sols et renforcer tout ce qui est la biodiversité. Donc c'est vraiment, en fait, ça permet d'avoir des systèmes agricoles beaucoup plus durables et d'améliorer, on va dire, la santé des sols tout en optimisant les rendements des cultures, la production. Conserver mais aussi régénérer. Exactement, conserver mais aussi régénérer, parce que la majorité de nos sols sont dégradés. On a perdu plus de 2% de matière organique dans les sols depuis la Seconde Guerre mondiale, et du coup ça va vraiment être important de redonner au sol les moyens de fonctionner en apportant notamment de la matière organique. Et il existe différents types de matière organique, et c'est pour ça que ça va être important d'avoir le fractionnement de la matière organique sur les analyses pour savoir quelles pratiques à mettre en place. On parle d'ACS, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec l'agrivoltaïsme, on y vient, vous inquiétez pas. Sébastien, tu as décidé de te lancer dans un projet d'agrivoltaïsme qu'on va aborder, mais revenons à la base. Emma, comment tu définirais l'agrivoltaïsme et c'est quoi le constat sur la filière à l'heure actuelle? Et en même temps, tu nous présenteras Kali Watsol, s'il te plaît. L'agrivoltaïsme, revenons à la base déjà de l'histoire de l'agrivoltaïsme en tant que tel. L'agrivoltaïsme, on a souvent longtemps considéré une parcelle agricole comme étant une production alimentaire pure et dure. Seulement, dans les endroits où les mètres carrés étaient comptés, on est venu rajouter la production énergétique de base. Et donc c'est né essentiellement sur des îles, donc principalement au Japon dans les années 80. Ensuite, ça s'est développé progressivement en Europe et aux États-Unis, jusqu'à arriver chez nous.
La filière s'est montée progressivement et on est arrivé à un cadre réglementaire très récent. L'année dernière a été défini l'agrivoltaïsme dans une loi. Donc l'agrivoltaïsme en tant que tel, c'est la combinaison d'une production agricole avec une production électrique, et l'un ne dégrade pas l'autre. Donc on a une réelle production agricole sous panneau. Ensuite, Cali Watson en tant que tel, l'entreprise a été fondée par des agriculteurs qui sont toujours en activité, donc des céréaliers de la Marne. Ensuite, on a Wetgreen des Belges. Les deux se sont rencontrés et ont porté des valeurs agricoles fortes. Donc on produit des projets agricoles de qualité, on regarde le volet agricole avec attention. Et on porte des projets au-delà des projets agrivoltaïques, des projets d'exploitation, et on va le voir avec le projet de Monsieur Ménard. L'ambition de Cali Watson, c'est de devenir un agriculteur, un développeur reconnu dans ce milieu. On est aujourd'hui 2 entités, donc une à Reims et une à Toulouse, et on développe au niveau national. Alors merci pour cette présentation, Emma. Alors du coup, je me tourne vers toi aussi sur toujours cette question de l'agrivoltaïsme. Quelles sont les principales difficultés au développement de cette filière? Tu disais que c'est une filière qui est très jeune finalement, et tu me parlais aussi d'une image qui peut être ternie. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion-là, s'il te plaît? Alors, filière très jeune, je viens de le dire, la définition est arrivée très récemment. On a le décret qui date de l'année dernière, au mois de février. Ensuite, il y a eu les différents arrêtés. Donc on évolue toujours sur un cadre réglementaire qui est finalement toujours en cours de construction, et dont on doit se forger au niveau de ça tout le temps. Ensuite, les autres difficultés, c'est qu'on est très nombreux au niveau de cette filière. On compte aujourd'hui à peu près 70 développeurs au niveau national. Donc c'est comment se différencier par rapport à tout ça. Et un très fort enjeu par rapport à ça, c'est... Nous, on le voit sur le terrain, on doit souvent, c'est un sujet qui est clivant, et on doit souvent passer outre le fait que d'autres développeurs finalement faisaient jusque-là du photovoltaïque au sol pur et dur, et ont basculé vers l'agrivoltaïsme, et le projet agricole n'était pas forcément très poussé, et nous, on doit d'abord se démarquer avant de se faire entendre. Donc il y a aussi une nécessité de concertation des acteurs finalement. Absolument. Et on parle politique, mais sans rentrer dans le détail, on a aussi le projet de loi qui est en cours. Est-ce que tu veux nous en parler pour juste donner les grandes lignes qui sont attendues? Alors, il y a un projet de loi qui viendrait en fait donner une limite de puissance au niveau national. On va le voir après, qu'est-ce qui pourrait nous freiner, nous, en tant que tel, en tant que développeurs. Mais on parle d'une limite nationale de 5 MW et dans une limite de 10 hectares pour le développement de projets agrivoltaïques. Sébastien, sur ton projet, en toi, celui que tu veux mener, quel est le retour terrain et pourquoi tu as choisi Cali Watson pour t'accompagner parmi les 60 acteurs qui sont présents sur le secteur? Oui, ils étaient très nombreux. Et j'ai choisi Cali Watson justement par rapport au fait que les actionnaires étaient des agriculteurs. Au moins, on parle du même sujet et il y a une compréhension par rapport à ça. Donc ça, c'était quand même important parce qu'en effet, j'ai vu des personnes qui venaient vraiment faire un business. Alors, tout le monde c'est le cas de Cali Watson aussi, d'avoir des projets qui sont rentables. Mais on parle quand même beaucoup et essentiellement du projet agricole avec Emma. Voilà, donc ça, c'était important. Qui s'intègre dans ton ACS finalement. Tout à fait, ouais, exactement. Et je voulais juste rebondir par rapport au propos de l'agriculture, on produit de l'énergie. C'est pas parce qu'on va rajouter une production d'énergie supplémentaire que c'était pas le cas avant. La nourriture, c'est de l'énergie. Quand je vais courir, j'ai besoin d'énergie, donc je mange des pâtes, c'est bien une production d'énergie. On a aussi de la production d'énergie quand on fait du colza. C'est principalement des biocarburants. Donc la production énergétique, elle n'est pas nouvelle. Quand je produis du blé, je fais aussi du E85, c'est des biocarburants, de l'éthanol. Donc c'est pas nouveau dans l'agriculture de produire de l'énergie. Et là, c'est une façon, on va dire, nouvelle aussi, des nouvelles possibilités pour les agriculteurs de diversifier les revenus, parce que c'est quand même important, on en a parlé tout à l'heure, mais en tant qu'agriculteur, aujourd'hui, pas d'irrigation, pas de contrat à valeur ajoutée, etc. Qu'est-ce que je fais? Enfin, il n'y a pas 1000 choix. Il y a peut-être un méthaniseur ou quelque chose comme ça. Je suis parti sur l'agrivoltaïsme, qui est quelque chose qui me
correspond plus dans le projet que j'avais envie de mener et qui s'intègre dans l'agriculture de conservation des sols, dans les projets que j'avais envie de mener sur l'exploitation. Finalement, tout est énergie, c'est ça que tu veux nous dire? Entre autres. Alessandra, tu voulais rebondir? Bien sûr que je voulais rebondir. Pour moi, il y a une différence entre une activité agricole dont le produit de l'activité agricole a vocation à faire en partie de l'énergie. Tu cites le colza. Le colza, ça fait aussi du tourteau de colza qui est dédié à l'alimentation animale. Ce qui m'interroge, c'est qu'une activité puisse potentiellement, qui était supposée être accessoire, puisse potentiellement générer un chiffre d'affaires lié à la vente d'électricité plus important qu'à la vente de production agricole. C'est ça qui, moi, me questionne, qui n'est pas nécessairement une critique vis-à-vis de l'agrivoltaïsme et du produit de l'activité agrivoltaïsme, mais qui est plutôt un questionnement sur comment on en est arrivé à un point où c'est plus rentable de faire de l'électricité que de faire de la production agricole. C'est plutôt ça le sens de mon questionnement. Et la crainte derrière que ça génère, c'est combien de temps on va avoir des paysans qui auront envie de cultiver des productions alimentaires ou à vocation énergétique, peu importe si c'est du colza ou du blé, ça s'inscrit dans une rotation. Mais combien de temps on aura des gens qui seront motivés pour faire ça si au final c'est plus rentable de simplement faire pousser de la luzerne qui ne demande pas beaucoup de boulot et de mettre des panneaux autour ou par-dessus. C'est plutôt ça mon questionnement en tant qu'agroéconomiste et ma crainte vis-à-vis de l'avenir, qui n'est pas de dire, voilà, encore une fois, c'est pas que je suis contre l'agrivoltaïsme, c'est plutôt que je m'interroge sur l'évolution de comment on en est arrivé là et des risques que ça représente si ensuite, je suis pas loin de la retraite, je vais toucher ma PAC, je vais mettre un peu de luzerne, comme ça mes voisins ils seront contents, il n'y aura pas de phyto dessus, ce sera joli avec des petites fleurs violettes, tout le monde il est content et en plus de ça, je récupère le loyer de l'agrivoltaïsme. C'est plutôt ça mes inquiétudes à moi. Finalement, on revient à cette notion de l'encadrement réglementaire, avec cette nouvelle loi qui permettrait en tout cas de venir avoir un cadre plus raisonné sur l'agrivoltaïsme en limitant l'installation des puissances, comme tu l'as dit, et avoir un fonds de rétribution, on va en parler aussi juste après, pour éviter que les énergéticiens s'accaparent le foncier. Il y a aussi la thématique du foncier qui est très présente sur ce sujet. Au vu de ces problèmes... Oui, vas-y. Pour le coup, je vais juste rebondir au propos d'Alessandra. Par rapport à tout ça, il y a quand même un cadre réglementaire qui a été donné et un arrêté sur le contrôle justement des parcs agrivoltaïques. Et il y a des moyens de contrôle qui ont été mis en place dans la réglementation qui demain vont permettre de regarder ce qui va se passer aussi sous les parcs et on sera conditionné et un agriculteur ne pourra pas non plus faire tout ce qu'il veut. Il y a la question, effectivement, l'agrivoltaïsme est là pour apporter un service et ne pas dégrader la production alimentaire. Et ça, franchement, ça a été bien réfléchi par le législateur. Fait pas toujours que du bien, mais je trouve que sur ça a été plutôt bien réfléchi. Après, la question, c'est quand c'est une nouvelle culture qui n'a pas d'historique sur l'exploitation, comment est-ce qu'on vérifie qu'on ne dégrade pas la production par rapport à l'antérieur de quelque chose qui n'existait pas? Mais bon, là, c'est des références, etc. Ça reste technique, mais... Bon, on va pas faire tout le débat sur ça. Alors, au vu de ces problématiques et de ces problèmes qu'on soulève ou de ces divergences, toi, Sébastien, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce projet? Est-ce que tu peux nous le détailler un petit peu plus? Donc, projet agrivoltaïque, sur quelle surface? Quelle est l'échéance? Alors, l'échéance, pour répondre tout de suite à la question, je ne l'ai pas. je connais le point de départ. Donc, le point de départ, c'est, on va dire, fin 2023. Hein, voilà, donc après, il y a des études qui se lancent, de sol, des études environnementales qui sont faites. Donc ça dure à peu près 1 an. Emma, tu pourras peut-être plus dire tout à l'heure. Voilà, donc ce projet, il est lancé. Il est sur donc l'exploitation, elle fait 200 hectares, on l'a dit. On projette à peu près 40 hectares. Alors après, il y aura pas mal de choses qui vont venir. Mais voilà, l'idée, c'est de partir sur environ 40 hectares. En grande culture, donc on l'a dit avec la thématique agriculture de conservation des sols, que j'avais initié même un petit peu avant le projet agrivoltaïque. Et le projet agrivoltaïque, pourquoi pour faire de l'agriculture de conservation des sols, on n'a pas nécessairement besoin de mettre des panneaux solaires dans les champs, mais il va permettre de rapporter une valeur financière qui va me permettre d'employer quelqu'un pour peut-être remettre de l'élevage sur l'exploitation et afin de réduire aussi la dépendance en matière organique. Donc la dépendance en engrais chimiques
pour remettre de la matière organique. Donc des finalement, engrais. la finalité, c'est aussi de l'élevage. Ça sera un projet. Voilà. Quand on fait de l'agriculture de conservation des sols, l'étape 1, c'est de réussir des couverts végétaux. Ensuite, c'est de semer vraiment en direct. Et puis après, l'idée, c'est de s'attaquer à tout ce qui va être fertilité, donc engrais. Et donc là, on se rend compte que pour remettre de l'engrais organique, soit on l'importe, on va dire, de l'extérieur, ou alors on en remet sur l'exploitation. Et ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, en tout cas on entend parler, où il y a quand même des céréaliers qui viennent remettre une partie d'élevage dans leur système. Voilà. Donc l'idée, ça serait de produire des céréales, ça reste mon métier, peut-être de produire de la viande en plus, hein, ça pourrait être l'occasion grâce à l'agrivoltaïsme et des revenus qui seront liés d'employer quelqu'un sur l'exploitation pour s'occuper de la partie élevage, et puis de m'aider aussi sur l'exploitation pour la partie grande culture quand il y a des à-coups et des besoins de main-d'œuvre à des moments très précis, quoi. Emma, ce projet, il serait viable, en tout cas, il serait possible dans le cas de Sébastien, mais certains agriculteurs sont inégaux par rapport à l'accès à l'agrivoltaïsme. Pourquoi ? Quel est l'enjeu sur les territoires ? Alors, inégaux par rapport à l'agrivoltaïsme, parce que concrètement, nous, au niveau technique, déjà, on regarde au niveau des parcelles agricoles les endroits où on peut faire de l'agrivoltaïsme et on ne peut pas faire de l'agrivoltaïsme. Donc on prend en compte les pentes, on prend en compte des potentielles zones humides, les SNIEF, les zones Natura 2000, etc., etc. Et tout ça fait que un agriculteur, on va aller sur ses parcelles ou on ne va pas aller sur ses parcelles. Dans un monde idéal, on pourrait aller, on mettrait un petit peu d'agrivoltaïsme sur une partie de la SAU de chaque agriculteur. Mais nous, par nos contraintes techniques, on ne peut pas y aller. On peut croiser à ça aussi l'enjeu des postes sources. Les postes sources sur les territoires, ils sont inégalement aussi répartis. Et il y a un enjeu raccordement. Et donc, à l'image de ce que disait Sébastien tout au départ, il y a des agriculteurs qui irriguent, il y en a d'autres qui irriguent pas. Demain, il y aura des agriculteurs qui auront de l'agrivoltaïsme, il y en a d'autres qui n'en auront pas. Et donc, l'enjeu par rapport à ça, c'est que un parc agrivoltaïque d'un agriculteur puisse aussi répartir de la valeur sur un territoire. Donc, nous, côté Cali Watson, en tout cas, on met les territoires aussi au centre de nos discussions pour voir comment un projet d'un agriculteur peut permettre à d'autres agriculteurs de prendre aussi de la valeur et à d'autres territoires de prendre aussi de la valeur avec tout ce qui est compensation et mesures d'accompagnement. On revient à la concertation des acteurs. Et Sébastien, quels étaient l'intérêt pour toi de te lancer dans ce projet ? Tu as cité notamment le salariat. Aujourd'hui, par rapport aux difficultés que tu as sur ta ferme, quels seraient vraiment les avantages pour toi sur ce projet-là ? Tu as parlé de l'ACS, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, l'avantage principal, c'est qu'aujourd'hui, le salarié qui est sur l'exploitation, c'est mon papa. Donc voilà, il va partir à la retraite, il est déjà à la retraite et il est en âge de s'arrêter. Donc moi, le projet agrivoltaïque, il pourrait vraiment me permettre de recruter une personne, parce qu'aujourd'hui, sur un système céréalier en grande culture où il n'y a pas de visibilité, de rentabilité à moyen terme, c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher de la main-d'œuvre extérieure, c'est compliqué à trouver, et ça a un coût qu'aujourd'hui je ne peux pas supporter en l'état. Donc le projet agrivoltaïque, il me permettrait de recruter une personne pour m'aider sur la partie céréales et également sur la partie animale, avec éventuellement la remise en place. Avec un élevage, voilà. Un élevage plein air intégral. C'est exactement ça, ouais. L'idée, ça serait de faire un élevage en plein air intégral pour valoriser la rotation, hein, et puis les couverts végétaux aussi qu'on va pouvoir faire de façon régulière, voire systématique, sur la rotation d'agriculture de conservation des sols. Ouais, pour aller au bout de l'optimisation des panneaux photovoltaïques finalement. Exactement. Et donc du coup, est-ce que tu auras des contraintes sur le matériel par exemple ou... Alors les contraintes, il y en aura de façon, des contraintes de matériel, parce que dans le système choisi, alors ça reste encore à définir, mais l'idée ça serait de faire des haies de 12 mètres. Tous les 12 mètres, il y aurait des haies agrivoltaïques, avec des panneaux, avec des trackers, ouais, c'est ça. Et donc moi il faut que je puisse passer avec mon matériel entre les panneaux, espacés de 12 mètres. Donc ça va être l'épandage d'engrais et tout ce qui va être
utilisation de produits de protection des plantes qui vont nécessiter un matériel adapté. Et Anaïs, du coup, avec Terramea, pourquoi vous êtes intervenue? Est-ce que c'était nécessaire par rapport déjà à l'accompagnement qui était proposé par Kali Watsol? Disons que c'est pour du coup accompagner M. Ménard dans son projet de transition un peu agroécologique, de remettre de la fertilité dans les sols et du coup limiter l'impact limiter l'impact des changements climatiques, des fluctuations des cours et le recours aux intrants comme il le mentionnait. Et donc en fait, grâce aux analyses qu'on propose, on va pouvoir apporter un conseil beaucoup plus précis et ainsi donner, on va dire, une conduite sur les pratiques à adopter pour remettre de la vie dans nos sols, redonner de la santé et ainsi revaloriser tout le système. Effectivement, remettre de l'élevage sur une exploitation, c'est quelque chose qui va permettre en fait, de boucler la boucle. Ça va rapporter de la matière organique au sol et c'est ce qui va en fait, permettre aux micro-organismes de fonctionner. Et c'est eux qui vont nourrir les plantes et faire du rendement et avoir des plantes de qualité. Oui, finalement, c'est ce que j'allais te demander. Quelle sera la plus-value? La plus-value, ce sera du coup des rendements beaucoup plus homogènes les années, chaque année, même avec des aléas climatiques importants. L'insertion de panneaux va permettre, sachant qu'on peut les orienter un peu comme on veut, à apporter un ombrage et du coup limiter les stress hydriques en période de sécheresse et l'évapotranspiration, limiter l'érosion du sol aussi, parce que pour limiter l'impact des gouttes de pluie. Donc oui, ça peut apporter des valeurs agronomiques intéressantes. Et du coup, Emma, pourquoi la décision d'intégrer Terramea dans le projet? La transition de Sébastien sur son exploitation, elle ne se fait pas seulement sur les parcelles agrivoltaïques, se fait à l'échelle de son exploitation. Et nous, c'est important pour nous en fait d'accompagner nos agriculteurs dans leurs projets long terme d'exploitation et de rendre ces projets aussi possibles grâce à notre accompagnement agricole qu'on fait dans tous les cas dans le cadre de nos projets. En fait, on fait du cas par cas à chaque fois avec nos agriculteurs et c'est ce qui nous plaît aussi. Donc on parle pâturage tournant dynamique, ACS, transmission aussi beaucoup. Et c'est du cas par cas en fonction de chacun de nos agriculteurs. Et Anaïs, vous êtes souvent sollicitée chez Terramea pour ce type de projet? Non, c'est la première fois qu'on travaille avec une entreprise de développeurs énergétiques. Après, on est une jeune entreprise. C'est vrai que pour le moment, on a commencé à démarcher plutôt des distributeurs du coup les agriculteurs enfin, mais ça peut être des projets à mettre en place et intéressants. Bon, ici, on voit bien en tout cas qu'il y a un projet agricole solide, mais qu'il soit en cohérence avec les panneaux photovoltaïques et que ce ne soit pas juste des photos et des panneaux juste pour avoir un complément de revenu, mais vraiment qu'ils s'inscrivent dans une réflexion avec l'agriculture de conservation des sols, avec l'intégration de l'élevage plein air intégral, pour redynamiser aussi la filière dans le secteur, parce que tu nous expliquais que dans les Deux-Sèvres, il y a quasiment peu d'élevage finalement. Donc il y a aussi cette importance-là d'avoir un atelier d'élevage pérenne, de pouvoir solidifier ton entreprise avec l'arrivée d'un salarié, potentiellement. Du coup, je pousse quand même à la question, quelles sont les limites de ce système et de cette option, finalement? Parce que l'agrivoltaïsme peut se présenter comme une option, mais quelles sont les limites? Bon, Alessandra, peut-être, tu veux rebondir sur cette question? Tu en as cité un petit peu au début, déjà. J'en ai cité un petit peu déjà au début. Après, sur le côté ramener de la valeur à l'exploitation, il n'y a pas de débat. Sur le côté permettre la création d'un atelier d'élevage, si c'est possible, du plein air intégral grâce aux panneaux, c'est génial. Après, à voir comment ça peut s'organiser aussi sur la création de filières s'il n'y a plus du tout d'élevage. Ouais. Si tu mets des brebis, il va te falloir un veto, il va te falloir une coopérative pour te les acheter et de voir comment tout ça peut s'organiser. Mais si ça peut permettre de remettre de l'élevage dans des zones où il y en avait plus, c'est génial. Ça, clairement... Même si j'ai pas été très tendre avec l'agrivoltaïsme, on me regarde de travers depuis le début là. Il y a quand même, je reconnais des vertus à cette production. Là n'est pas le débat. Moi, ma question en tant qu'économiste, c'est comment c'est vertueux le plus possible jusqu'au bout, et notamment comment on partage la valeur de façon équitable entre l'énergéticien, entre le bailleur, entre l'exploitant.
Et surtout, ma plus grosse inquiétude en fait vis-à-vis de tout ça, elle est vis-à-vis de la transmission. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça n'entrave pas la capacité à transmettre des fermes et que ça n'incite pas des exploitants proches de la retraite à choisir de ne pas prendre leur retraite et de cumuler les aides PAC avec le revenu agrivoltaïque. Voilà. Quand on voit des loyers à 2 000 € de l'hectare, plus ces aides PAC, on vit très bien. C'est bien plus intéressant que de prendre une retraite et de transmettre sa ferme. Moi, ma plus grosse inquiétude vis-à-vis de l'agrivoltaïsme, elle est là. Sur la transmission et le partage de la valeur ajoutée. Emma, comment Cali Watsol intègre cette problématique sur cette transmission et puis sur ce partage de valeur ajoutée finalement? Je vais d'abord répondre sur le partage de la valeur en tant que tel. Partager la valeur, c'est très bien, mais le prérequis, c'est d'abord de la créer. En tout cas, créer un projet agrivoltaïque, ça demande déjà du temps. Le temps de développer un projet, c'est aussi des risques à prendre, donc des risques financiers aussi. Ensuite, si on l'obtient, le permis de construire, c'est aussi supporter un coût pour investir sur ce projet-là. Et une fois qu'on a ça, on peut s'estimer déjà heureux. Maintenant, on les a cités au départ. Nos contraintes techniques sont importantes, dont le coût du raccordement. Demain, si la proposition de loi par rapport aux 5 MW passe aussi, c'est clairement un frein au développement des projets agrivoltaïques pour nous, puisqu'on restreindra finalement le développement de projets agrivoltaïques sur une toute petite surface du territoire aussi. Et il faut que ce soit rentable pour nous pour supporter ce risque pris à l'initial. Ensuite, sur le sujet de la transmission. Dans un projet agrivoltaïque, nous, il faut savoir que l'enveloppe financière qu'on alloue à l'exploitant et au propriétaire, elle est répartie. Donc, c'est 2 tiers pour l'exploitant et 1 tiers pour le propriétaire. Demain, un propriétaire qui veut finalement prendre une retraite un peu solaire, il n'est pas avantagé, c'est toujours l'exploitant agricole qui aura la majorité. S'il est propriétaire exploitant, il pourra, je crois, réglementairement plus trop y être pendant très longtemps. Mais par contre, il y a un travail, par contre je te rejoins sur le travail qui a mené au niveau du bail rural à clause agrivoltaïque. Et ça, je pense qu'il y a encore du travail à faire et ça devrait sortir bientôt, j'espère. Et sur la partie juridique, finalement. La partie juridique, finalement. La partie juridique. Toi, Sébastien, tu y penses déjà à cette transmission par rapport à ton projet? Est-ce que ça se prépare dès maintenant? Alors, je ne pensais pas paraître aussi âgé. Pour le moment, non, je ne pense pas à la transmission, mais évidemment, une ferme, alors moi, en plus, dans mon cadre précis, c'est une ferme familiale. Donc, mon objectif, c'est de la transmettre. Ça, c'est évident. Et donc, c'est de la rendre aussi pérenne. Et donc de ramener de la valeur ajoutée pour que demain la ferme puisse toujours exister, quoi. Voilà. Donc on est plutôt dans cette vision, hein. Moi, normalement, si tout va bien, je ne vais pas la céder avant au moins 30 ans. Donc j'ai encore un petit peu de temps de m'organiser, mais voilà, c'est plus dans l'optique de rendre l'exploitation viable, de pouvoir recruter quelqu'un et de pouvoir la transmettre sereinement à terme. Voilà. C'est pas tant le projet de transmission encore qui t'inquiète, mais peut-être plus le volet du partage de la valeur ajoutée finalement. C'est le volet de la valeur ajoutée, du partage de la valeur ajoutée. Mais Qu'est-ce c'est que tu en déjà penses? pour se partager quelque chose, il faut créer de la valeur ajoutée, d'une part. Et aujourd'hui, j'en suis, on va dire, plus à cette étape-là, même si le partage de la valeur, évidemment, c'est quelque chose qui est important quand on discute avec les développeurs de ces thématiques-là. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais finalement, tu t'opposes pas à un partage peut-être plus optimal de la valeur ajoutée? Alors, ce qu'on a ensemble, moi, ça me convient très bien. Le 2 tiers, 1 tiers, je trouve que ça, c'est bien. Et moi, sur la taille du projet, ça va aussi me permettre d'investir pour avoir du matériel adapté. Ce que je ne pourrais pas forcément faire sur un projet d'une toute petite taille qui ne dégagerait pas assez de valeur et auquel cas il n'y aurait pas d'intérêt pour moi et probablement pas pour le développeur non plus par rapport au coût engendré. Donc sur un projet de grande culture qui est assez loin peut-être du poste de raccordement, on est le 5 mégas
watts. C'est limitant en fait par rapport à la taille critique qu'il faut pour avoir un minimum de rentabilité sur le projet pour moi et pour le développeur. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, tu as fait un point, un lien avec le domaine de l'éolien. Oui, tout à fait. Tu veux nous le partager ou tu veux que ça reste confidentiel? Oui, non, bien sûr, on peut le partager. Tout le monde veut donc partager la valeur qui est créée par l'agrivoltaïsme, etc. Et j'ai dit, moi je suis pour le partage de la valeur, mais dans ce cas-là, les gens qui ont des éoliennes à côté de chez moi partagent la valeur avec moi. Enfin, on ne peut pas partager que sur cette thématique-là dont tout le monde s'empare un petit peu de façon récente, sans reprendre toute la valeur qui a été créée par les énergies renouvelables précédemment, dont les éoliennes. Dans ma plaine, j'en compte quasiment une cinquantaine, donc je suis prête à partager la valeur. Si tout le monde partage, c'est ça? Emma, du coup, chez Cali Wetzel, quelle est votre valeur ajoutée finalement par rapport à un autre concurrent, si on peut dire ça ainsi, un autre énergéticien, pour éviter finalement les dérives? Quelle est votre valeur ajoutée? Je dirais déjà notre appréciation du projet agricole. On a aussi un peu notre cahier des charges en interne qui fait, et on fait appel finalement à notre bon sens paysan pour vraiment qualifier le projet agricole dès sa naissance. C'est pour ça qu'au départ avec Sébastien, on a très longuement parlé de ça alors que rien n'était signé et qu'on avançait tout juste sur le projet. C'est un prérequis chez nous. Et ensuite, dès qu'on est porté finalement tant avec nos exploitants que de notre côté et qu'on est convaincu de ce qu'on va réaliser, on se met dans le même bateau et on va ensemble aller porter ce projet, aller le porter au niveau des territoires aussi qui vont nous donner aussi leurs conseils et qui vont aussi nous conseiller pour justement partager aussi la valeur du projet de demain. Il y a des choses qui sont réglementaires comme la compensation agricole ou les mesures d'accompagnement. Si le territoire est concerté, on a des vraies compensations qui ont du sens au niveau territoire. Et je dirais que c'est ça surtout qui fait notre différence, donc notre ancrage local et notre forte valeur agricole. Donc l'écoute active et la racine agricole finalement. Donc on comprend bien que le contexte actuel invite finalement les agriculteurs à chercher des solutions pour régénérer leur sol. On a parlé de la CS par exemple, développer et pérenniser leur entreprise comme c'est ton projet Sébastien. Dans les solutions, il y a l'agrivoltaïsme qui peut se présenter comme une option pour la transition énergétique de nos territoires, pour le développement de nos fermes et leur pérennité. Lorsqu'elle est réfléchie, elle est collective, elle intègre les divers acteurs et elle intègre notamment le volet technique, l'enjeu de la transmission, comme Alessandra l'a souligné, et ce partage de la valeur ajoutée. Donc, beaucoup quand même d'enjeux. On l'a vu avec la prochaine loi qui va permettre d'éclaircir tous ces points-là. En tout cas, c'est un sujet d'actualité, on le verra dans les prochaines semaines. Alors pour finir, je voudrais vous poser une dernière question par rapport au public qui nous écoute, aux spectateurs ensuite dans le replay. Quel message souhaiteriez-vous transmettre? Et vu qu'on a un public plutôt avec des structures professionnelles orientées dans l'agrivoltaïsme ou non, qu'est-ce que vous leur demanderiez comme conseil ou quel conseil ils devraient faire sur le terrain? Vaste question. Un mot, un message clé. Je vous laisse répondre chacun votre tour. Qui veut se lancer? Priorité aux garçons. Priorité aux garçons. Bonne chance. Non, mais à titre personnel, donc moi, pour reparler du projet, le projet, ça va me permettre de produire des céréales, ce que je fais déjà. Peut-être de la viande demain. Le projet d'agriculture de conservation des sols va me permettre théoriquement de séquestrer aussi du carbone dans le sol. Donc ça a quand même une valeur environnementale qui est assez actuelle, de toute la notion de carbone. Donc l'agriculture de conservation des sols va me le permettre. D'avoir une moindre dépendance aux engrais, on va dire, purement chimiques, composés à base de gaz qui viennent de pays pas forcément amis en ce moment. Voilà. Et puis, en plus, la finalité, c'est de produire de l'énergie renouvelable sur l'exploitation. Donc, on va être d'une ferme qui produit juste, alors c'est tout à fait noble, mais que des céréales, à une exploitation qui apporte multiples services. Finalement, quel message souhaites-tu transmettre? Ou quel besoin as-tu? Les besoins, besoin, c'est la simplification administrative pour que les projets aillent plus vite.
Forcément, c'est un agriculteur qui parle. Toujours de la simplification administrative qui est effectivement une charge. Oui, non, mais c'est vrai parce que quand on regarde, alors on a les choses administratives en France, mais si on va juste en Espagne, ces projets-là, ils passent quasi sans cadre réglementaire. Alors, c'est pas mieux de ne pas avoir de cadre réglementaire dessus, mais on a des projets qui se développent beaucoup plus vite. Et c'est vrai que là où en France, on m'a demandé quand est-ce que le projet allait sortir de terre, avant 5 ans, il y a peu de chances, peut-être 6. Enfin voilà, c'est quand même des projets qui sont très longs. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir des développeurs et des partenaires avec qui on parle le même langage, parce qu'on est parti pour une période relativement courte mais longue. Oui. Anaïs ? Pour moi, le plus important, ça va être vraiment restaurer la fertilité des sols. Et effectivement, Caliwatsol, grâce à l'installation de panneaux, peut permettre une source de revenus supplémentaires. Et du coup, faire en sorte d'avoir ce passage-là de l'agriculture, on va dire, de redonner la fertilité des sols. Les 3 premières années sont assez compliquées. On a les rendements qui chutent et c'est assez difficile pour les exploitations généralement. Et du coup, la production de ce revenu supplémentaire peut permettre une transition, on va dire, un peu facilitée des exploitations. Et la restauration de la fertilité va vraiment permettre d'avoir une résilience des exploitations plus importante et donc qu'elles soient économiquement viables et aussi qu'elles préservent l'environnement et la nature. Et finalement, intégrer toujours le volet technique. Alessandra ? Moi, si j'ai une liste au Père Noël, c'est plutôt en ce moment la mode, quand on réfléchit au futur de la PAC, c'est l'idée de réorienter les aides vers, je cite, ceux qui en ont le plus besoin. Si j'ai une lettre au Père Noël, c'est plutôt que l'agrivoltaïsme puisse servir aussi à ceux qui en ont le plus besoin et soit de préférence fléché vers des jeunes qui s'installent, qui ont davantage de difficultés à trouver une viabilité économique que vers ceux qui sont proches de la retraite, ou vers, si possible, compte tenu des contraintes de l'énergéticien, fléchés vers des gens qui sont en zone intermédiaire avec peu de potentiel, ou encore mieux en zone de captage, parce que les contraintes en zone de captage, elles sont de plus en plus importantes, et je pense que c'est qu'un début malheureusement. Et si au moins ceux qui sont en zone de captage, qui subissent toutes les contraintes liées au fait d'être en zone de captage, ceux qui ne l'ont pas choisi, si au moins ces gens qui sont en zone de captage peuvent bénéficier d'un revenu accessoire au travers de l'agrivoltaïsme, je trouverais que ce serait pas mal. Et si le fonds de répartition de la valeur pouvait alimenter des gens qui ont des contraintes naturelles ou non naturelles de ce type, ça aurait à mon sens un intérêt indéniable. On verra à Noël si tes vœux sont exaucés du coup. Emma ? Je dirais porter des projets, mais qui ont vraiment un sens. Un sens au niveau agricole, comme on l'a vu avec le projet de Sébastien. Ça peut accompagner des transitions, comme l'a dit Anaïs, c'est très important, surtout dans le contexte qu'on a actuellement. En le faisant en cohérence avec les territoires également. L'agrivoltaïsme peut vraiment être un outil demain pour assurer une bonne transition au sein des exploitations. Merci à vous 4 pour vos réponses. Merci au public pour votre présence. Si vous avez des questions et vous n'osez pas les poser maintenant, on sera juste à la sortie sur le stand de Caliwatsol pour échanger, sauf si vous avez une question tout de suite. Non ? Tout le monde attend l'apéro avec impatience. Alors nous terminons ici et on reste juste à votre écoute après. Merci.